9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Philippe. On vous réentend, vous étiez ce matin à l'antenne sur Europe, vous êtes une figure de journalisme politique, l'une des grandes voix d'Europe 1. Vous êtes également autrice de livres politiques qui ont fait date et justement les fameuses éditions bouquins publient une somme. Ça s'appelle Le Grand Théâtre du Pouvoir, c'est sous-titré 40 ans de vie politique française et ce livre rassemble 4 de vos ouvrages. La double méprise c'est en 81, Le Noir et le Rouge, faut pas se tromper avec Stendhal, c'est en 84, Le Dauphin et le Régent 94 et Un pouvoir nommé Désir, c'était en 2007. Auparavant, ces 4 livres publiés chez Grasset, là, ils sont tous réunis sous cette couverture chez Bouquins, la collection. À l'automne dernier, vous avez reçu Catherine pour le 2e tome de vos souvenirs. Vos mémoires, 150 000 exemplaires vendus. Il y a une suite, tu le sais bien, Le Temps passe, très joli titre. Ça couvrait la période 95-2017 de l'élection de Jacques Chirac à celle d'Emmanuel Macron. Mais là, je vais commencer par Le Grand Théâtre du Pouvoir. Votre récit commence en juin 69. Pompidou est à l'Élysée. Dans le gouvernement, il y a 2 ministres qui dominent le paysage politique pendant plusieurs décennies, 2 styles qui s'opposent, Chirac, Giscard d'Estaing, et vous racontez en tout, quand on lit tout ça, c'est la saga de 4 présidents, évidemment de tout le monde autour, ce théâtre, Giscard d'Estaing, Chirac, Sarkozy, Hollande. Vous écrivez dans la préface, pour devenir président, tous le savaient, ils devaient faire leur classe, tous ont été plusieurs fois ministres, et même Premier ministre pour Jacques Chirac, ils ont été maires, conseillers généraux, présidents de conseil général, ils ont labouré les territoires, comme on dit aujourd'hui, ils ont tenu des réunions dans toutes les villes de France pour se faire connaître. Je dis ça parce qu'on a l'impression que c'est fini. Oui, les 4 présidents que je traite dans mon livre, qui sont Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy. D'abord, ils ont une ambition présidentielle très tôt et ils ont su que ce serait leur chemin de vie et que ça allait être un chemin à la fois avec des ronces, des fleurs, que ça serait très difficile, mais un laps de temps pendant lesquels les Français auront appris à les connaître, à les jauger, à les juger et même à voter pour eux en se disant ils le méritent, ils ont assez souffert, ils l'ont voulu, on le leur donne. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont été des grands présidents, mais ils avaient créé ce lien avec les Français parce qu'ils auraient, comme j'ai dit, labouré le terrain. Or il y a eu une rupture au moment de l'arrivée de François Hollande, parce que avant François Hollande, enfin si Dominique Strauss-Kahn n'avait pas eu son incident à New York, eh bien personne ne songeait à la candidature de François Hollande, qui lui-même n'avait jamais laissé entendre qu'il serait, pour les journalistes, c'était un commentateur formidable, celui qu'on appelait pour avoir une bonne phrase, pour pimenter un papier. Mais donc, on ne se disait pas, ni même on se disait, il n'a peut-être pas l'envergure même d'être président de la République. Et donc, il a été élu, mais il n'a pas été réélu. Et Emmanuel Macron, n'en parlons pas. On va en parler peut-être plus tard. En 40 ans, il y a une loi très importante, la loi sur le cumul des mandats. Alors j'explique aux plus jeunes, désormais il est interdit d'être ministre, député, maire, en même temps conseiller général, il faut choisir 2 mandats. Et vous écrivez que les présidents d'autrefois devaient saisir et comprendre les aspirations du peuple français, et de plus en plus de voix se font entendre qui disent que l'interdiction du cumul des mandats était une fausse bonne idée. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, ça a cassé quelque chose, ça a cassé un écosystème, vous savez, parce que d'abord, là, vous voyez, le Parlement a été renouvelé à 93% depuis, ça a commencé sous François Hollande, mais avec les deux législatives sous le président Macron. Là, maintenant, c'est un Parlement avec des gens nouveaux qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas fait leur classe, qui n'existent pas. Il n'y a pas au milieu d'eux quelques barons qui sont des références sur lesquels ils peuvent s'appuyer, qui peuvent servir de maître, et puis qui amènent ce qu'ils connaissent. Vous savez, un député-maire, c'est quelqu'un qui connaît le terrain. Les grands-maires des grandes villes même étaient dans leur région quelquefois des arbitres quand il y avait des conflits entre les élus. Et des vecteurs. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, les gens n'avaient plus d'interlocuteurs. Mais voilà, parce que au moment où sont arrivés les Gilets jaunes, eh bien, les députés macronistes, les nouveaux, mais bon, on savait où était leur permanence, on allait taguer les murs, brûler leur voiture éventuellement, mais comme ils n'avaient pas d'interlocuteurs et que ces députés ne les connaissaient pas, ne pouvaient pas servir d'amortisseur pour le pouvoir, eh bien, ils n'avaient qu'une idée, c'est venir à Paris, se plaindre, pouvoir et s'adresser au roi pour lui couper la tête. Enfin, c'était très violent. Le roi, c'était et c'est Emmanuel Macron. Il était à l'Élysée, son premier mandat électoral, et quelque chose de neuf, il n'a jamais fait partie d'un parti politique auparavant, il n'avait jamais été élu. Est-ce que selon vous c'est une exception ou est-ce que cela va devenir la norme ?
Je sais pas, pour l'instant, c'est une exception. Il a été élu sur un élan en promettant qu'il prendrait ce qui était bon à droite, bon à gauche. Et donc, il a été élu sur cet élan-là il y a 5 ans. Mais le plus extraordinaire, c'est d'avoir été réélu cette année, alors qu'il n'a pas fait campagne pour la présidentielle, qu'il n'a pas fait campagne pour les législatives, qu'il n'avait pas de thème, sauf, il a dit, la retraite à 65 ans. Et après, il a demandé aux Français une majorité, mais sur un tarmac, la veille du premier tour. Donc, il lui est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de majorité, que les Français ont inventé la proportionnelle sans que la proportionnelle ait été créée. Et c'est très difficile de gouverner aujourd'hui. Et tout était hors norme, puisqu'il y a eu les gilets jaunes, on l'a dit, puis il y a eu le Covid et la guerre en Ukraine. Ah oui, c'est un chat noir, presque, oui. Je vais remonter dans vos souvenirs, Catherine Ney. Vous citez le président Pompidou, ça ne nous rajeunit pas. Pompidou disait, les Français, il faut leur faire du théâtre. On est ici une émission média, est-ce que ça a changé ? Il faut leur faire du théâtre, et c'était pas faire le rigolo et le zigoto. Non, c'est là, lui qui était un fin lettré, faire du théâtre, c'est raconter aux Français le roman national, où on les guide, d'où on vient. Or, comme il connaissait à la fois l'histoire et qu'il avait un projet, Pompidou, il pensait que si la France voulait porter son message universel à la De Gaulle, elle ne pouvait le faire que si elle était une puissance économique qui était respectée et qui avait une industrie forte. Donc, lui, il disait aux Français, pour moi, la plus grande révolution, c'est pas de faire les 35 heures, c'est de dire on donne un bon métier avec des bons salaires et non pas des subventions qui coûtent cher à l'État. Et ça, c'était pour lui le plus révolutionnaire. Et aujourd'hui, on se dit, mais quel visionnaire. C'est bien sûr que c'était ça qu'il fallait faire. Donc c'était ça, faire du théâtre. Alors, on va comprendre au fur et à mesure de cet entretien si vous pensez que la politique a changé ou si rien ne change sous le soleil, parce qu'il y a 2 manières de voir les choses. Il s'est passé beaucoup de choses en 40 ans, l'irruption des chaînes continues, l'invention des réseaux sociaux, je vous apprends rien. Ça a évidemment changé la manière de travailler, de faire de la politique. Je voudrais dire un mot de l'affaire de l'Observatoire. Je raconte pour les plus jeunes, c'est en 59, Mitterrand se prête au jeu d'un faux attentat contre lui avec toute une mise en scène, sa voiture est mitraillée, il réussit à s'échapper. Finalement, on réalise que le type qui l'a mitraillé, c'était un complice ou des complices. Pourquoi ? Pour se faire passer pour une victime et montrer que c'est lui qui incarnait la gauche et non pas Mendès France. Pourquoi j'en parle ? Parce que cette séquence funeste a été oubliée. Mitterrand a réussi à se faire élire à l'Élysée en 81. Est-ce que tout ceci serait pensable aujourd'hui avec les réseaux sociaux ? Eh ben voilà, non, mais Mitterrand disait toujours les Français sont un peuple sans mémoire. Et c'est vrai qu'ils oublient très vite. D'ailleurs, un président qui a été battu et vilipendé, on le voit dans la rue 6 mois après, on l'applaudit. Enfin, donc, il y a ça. Mais il y a surtout, quand il y a ces événements majeurs, et là, qui étaient se prêter à un faux attentat, les mensonges devant l'opinion, comme il n'y avait pas de tweets, de réseaux sociaux pour le rappeler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'oubli est impossible. C'est-à-dire tout vous revient dans la figure, vos déclarations les plus anciennes, ça revient toujours, donc c'est quelque chose qui est très oppressant. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Parce que j'y pense, il y a en ce moment un débat sur la corrida, Aymeric Caron de LFI voulait faire interdire la corrida et sont ressorties des déclarations d'il y a quelques années de Jean-Luc Mélenchon, de son propre parti, qui était favorable aux courses de taureaux. Mais oui, mais est-ce que c'est pas une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose ? Quel est votre point de vue ? Je pense que je vais poser les questions différemment. Est-ce qu'il doit y avoir selon vous un droit à l'oubli en politique ? Moi, je crois aussi. Parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de droit à l'oubli, c'est qu'aussi on peut changer, on peut évoluer. Et c'est pas parce qu'on a pensé ou dit quelque chose il y a 40 ans qu'on pense la même chose aujourd'hui. Regardez les gens qui étaient contre le mariage pour tous et qui aujourd'hui l'admettent. On ne va pas leur rappeler toute leur vie qu'ils étaient contre il y a 15 ans, alors que maintenant, c'est une chose qui est admise, de gré ou de force d'ailleurs pour certains, mais qui est admise. Donc on ne peut pas sans arrêt. Autrement, il n'y a plus de vie si vous ne faites pas. C'est comme le pardon, c'est comme la justice. Il y a un moment où il faut pardonner, vous voyez. Donc... non, moi je trouve que c'est très dangereux, les réseaux sociaux en gros. Ça me rappelle une phrase de Georges Marchais, je la cite de mémoire, qui disait « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai toujours dit ça ». Le grand théâtre du pouvoir, Catherine Ney avec nous, 40 ans de vie politique française. On a raconté les premières années, on va arriver au 21e siècle. A tout de suite sur Europe 1 dans Culture Média. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Catherine Ney, 4 ouvrages importants politiques. Elle a signé, c'était chez Grasset, La double méprise, Le noir et le rouge, Le dauphin et le régent, Un pouvoir nommé désir. Elle s'attache à la vie et à l'ambiance politique de 4 présidents. C'est rassemblé sous 40 ans de vie politique française aux éditions Bouquin. Vous avez vu des choses assez extraordinaires en tant que journaliste politique que peu ont vu. Vous les racontez. Exemple, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Il vous reçoit un jour au ministère Place Beauvau, dans le jardin, dans une drôle de tenue. Oui, il était torse nu, il faisait chaud, mais enfin c'était...
Voilà, c'est une ligne dans mon livre, mais c'était à un moment où Cécilia était partie, où il était peut-être un peu perturbé. Et voilà. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ça. On n'imagine pas arriver, débarquer, voir le ministre de l'Intérieur, quel que soit le ministre de l'Intérieur, qui vous reçoive torse nu. Et Charles Pasqua également. Lui, c'était encore mieux. Ah non, il n'était pas torse nu, lui. Non, je vous racontais oui, il m'avait reçu un dimanche, vous avez été le voir, il était en là-bas, assis devant son bureau, avec un whisky et des coupelles d'amandes, et il écoutait Nabucco de Verdi, qui était son œuvre préférée. Et dans son bureau, il y avait 2 baffles qui étaient grandes comme des armoires, et il écoutait ça, il était en extase, et il me disait que c'était sa détente du dimanche matin. Oui. Il était ministre de l'Intérieur. C'est pour ça que je le cite, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est dans le cadre de ses fonctions, sinon voilà. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. C'est l'arrivée de la gauche au pouvoir qui a décrispé la politique. Qui a décrispé la politique. On est passé de l'ombre à la lumière, disait François Mitterrand. Mais ça a changé beaucoup de choses, ça a fait d'abord émerger une classe nouvelle. Tout à l'Assemblée, c'est à une époque où on ne portait pas la barbe, il y avait tous ces élus qui étaient d'anciens PEGC ou universitaires. C'était la marque du monde enseignant, vous voyez, la barbe à ce moment-là. Les barbus de l'Élysée qui avaient le bouc. Voilà, tous, voilà, bon, mais enfin, Mitterrand, il a amené, ça a été un grand tournant dans la vie française. Et je me souviens de Jack Lang qui avait fait scandale quand il avait déboulé en col Mao à l'Assemblée nationale. J'aimerais bien votre avis sur les polémiques récentes, sur les tenues vestimentaires des députés France Insoumise, sans cravate, ou comme François Ruffin avec un maillot de foot. Il y a un député, je crois que c'est Éric Ciotti, qui veut imposer le port de la cravate pour les hommes. Ça change quelque chose ou rien du tout, ou ce qui compte à l'Assemblée nationale, ce sont les mots et les idées qui s'échangent? Non, mais c'est vrai qu'il faut représenter le peuple, mais pas forcément de lui ressembler, c'est pas parce que vous êtes... c'était François Hollande qui trouvait qu'il fallait être normal et être comme le voisin du palier. Eh bien non, quand on est élu, qu'on représente le peuple, même celui qui se balade en tongs sur les marchés, vous n'êtes pas obligé de vous habiller comme lui. Non, au contraire, moi je crois que si on respecte l'électeur, eh bien on s'habille et on se tient comme il faut on peut vociférer, mais déjà si on est mieux habillé, d'ailleurs ça a sûrement... le débraillé amène le débraillé, vous voyez, voilà. Et puis en plus, il faut être compétent pour savoir qu'on est incompétent. Tout ça, mais en tous les cas, quand vous me parlez de Jack Lang, c'est vrai qu'il avait une veste sans col Mao, mais c'était chic. C'était distinct. Enfin, c'était, voilà, on n'aimait pas, mais c'était pas du débraillé. Puisque vous parlez de François Hollande, je vous cite, vous n'êtes pas tendre, mais en même temps c'est savoureux. Le nouveau président, François Hollande, a installé un style inédit, écrivez-vous, la normalitude. Croyant que pour séduire les Français, il devait ressembler à Monsieur Tout-le-Monde, il n'habitait pas l'Élysée, il continue à vivre avec sa compagne Valérie Trierweiler dans leur appartement du 15e arrondissement, se laissant photographier le samedi, faisant ses courses dans son quartier, attendant chez le boucher comme n'importe quel quidam, sortant un sac plastique à la main, tirant de l'argent aux distributeurs du coin. Quel contresens! En quoi est-ce un contresens? Mais parce que les Français n'ont pas du tout envie d'avoir un président qui leur ressemble. Ils veulent une certaine majesté. Ce sont des royalistes, les Français. D'ailleurs, ils veulent, pour ça qu'ils veulent lui couper la tête. Non. Et on voit bien que François Hollande n'était pas du tout à l'aise dans ce rôle. D'ailleurs, il a eu beaucoup de mal à entrer dans cette fonction. Il s'est fait photographier. Vous voyez, la photo officielle, il est à l'Élysée, mais l'Élysée dans le lointain. Il est au fond du jardin, vous voyez, avec la silhouette coupée en deux. Et on voit qu'il a... Deux pardon, si je me souviens bien, ou de Betty Narin, je me souviens plus. Non, deux pardon. Et Betty Narin, c'était pour Jacques Chirac. Et on voit bien que le palais dans la lumière, lui est dans l'ombre. Et bien, ça dit tout. Ça veut dire qu'il n'était pas pressé d'y entrer, d'y arriver. Vous voyez. Et d'ailleurs, il disait au début, quand j'arrive dans le bureau, je frappe à la porte parce que il n'était pas il a eu du mal, oui. On est une émission média, on le sait, François Hollande a décidé de ne pas se représenter, et vous reprenez les mots de son Premier ministre Manuel Valls, un suicide. On revient aux médias, vous dites, ses confidences aux 2 journalistes du Monde, Davet et L'Homme, ont ulcéré les socialistes. Pendant 5 ans, il s'était livré à eux, des centaines d'heures d'entretien, de dîners privés, de paroles sans filtre. C'est devenu un livre. Un président ne devrait pas dire ça, c'est le titre du livre. Il s'est laissé piéger. Les 2 journalistes lui ont porté un coup fatal. Quel est le rapport entre la politique et la presse? Où se situe la limite selon vous? Je vous pose la question parce que vous êtes journaliste politique et ce qui vous intéresse, c'est que vos interlocuteurs vous parlent le plus possible. Oui, mais de là à passer mes soirées avec un président, l'inviter chez moi pour lui sortir des choses, lui faire dire des choses dans l'intimité, et pour après ne pas mettre de filtre et lui dire ces paroles, vous les avez dites, elles sont à nous et pas à vous.
moi je trouvais qu'il y avait un abus, parce qu'un président quand même doit contrôler, il leur a fait trop confiance. Et moi je crois qu'il a fait confiance à ces deux journalistes, parce que comme ils avaient quand même été ils n'avaient cessé d'attaquer Nicolas Sarkozy. D'ailleurs leurs articles dans Le Monde étaient redoutés par toute le monde sarkozyste. Bon, et là, je pense que François Hollande leur a fait confiance parce que justement ils étaient anti-Sarkozy, c'est que lui-même l'était, et qu'il s'est dit on va se rejoindre, je leur ferai confiance. L'ennemi de mon ennemi sera mon ami. Voilà. Il s'est dit ça. Voilà, il s'est dit ça, et ça c'était une erreur parce qu'il a été piégé. C'est vrai qu'il a trop parlé. Autre chose qui a beaucoup changé au cours de votre carrière, la profession politique, mais également la profession journalistique s'est beaucoup féminisée. Oui. On ne va pas s'en plaindre. Enfin, j'aimerais avoir votre avis. Vous, Michel Cotta, Christine Claire avez été des pionnières. Si on écoute les matinales des radios, ce ne sont quasiment plus que des femmes qui assurent les interviews politiques. Sonia Mabrouk ici chez nous sur Europe 1, Apolline de Malherbe sur RMC, Léa Salamé sur France Inter, Alba Ventura sur RTL. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire qu'en tous les cas dans la presse, mais y compris dans la politique, peu à peu les femmes prennent le pouvoir. Parce que la politique c'est différent, il y a des quotas. Il y a des quotas, ça fait partie de la loi. Mais dans la presse, il n'y a pas de quotas. Il n'y a pas de quotas, mais ce qui est intéressant, c'est dans la presse, tant mieux, parce que longtemps, elles étaient minoritaires et elles font très bien leur métier, et c'est très bien. Et je pense que ça amène quelque chose dans les rédactions qui est peut-être, enfin, je suppose, enfin, moi je vois ça à Europe, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres rédactions, mais ça amène, moi je trouve que cette mixité, que les femmes puissent avoir des postes aussi prestigieux que de faire l'interview, eh bien, il y a un partage des tâches qui est d'ailleurs très bien accepté par les hommes, et c'est très bien. Mais moi je dirais qu'en politique, aussi, on voit qu'il y a moins de femmes, mais on a l'impression qu'elles seules existent en ce moment. Vous voyez, celles qui font du bruit à l'Assemblée, c'est des femmes. Vous voyez, je veux dire, Sandrine Rousseau, elle a effacé son groupe, il y a qu'elle. Des Mathilde Panot et toutes les Clémentine Autain, je veux dire, elles font un peu la loi dans leur propre groupe. Donc ce sont des femmes qui non seulement se sont imposées, sont des guerrières et donnent le tempo au Parlement. Et je rappelle qu'il y a une femme... Je ne dis pas si c'est bien, mais en tous les cas, c'est comme ça. J'ai compris. Et c'est une femme à Matignon, Elisabeth Borne, Premier ministre. Vous dites que ce qui vous a attiré vers le journalisme politique, c'est l'image d'une femme dans un train quand vous aviez 12-13 ans. Ah non, pas de faire de la politique, c'est une femme... Du journalisme politique. Du journalisme, tout court. Non, c'est parce que j'ai vu une femme dans un train qui avait l'air... qui fumait, qui avait... dans le couloir, qui avait baissé sa vitre. Et pour moi, c'était l'indépendance. Voilà, moi qui vous avez raconté ça à Technicart, j'ai trouvé ça très très beau ce passage. Je vois une fille sortir du compartiment voisin, elle était accoudée à une barre en cuivre, elle fumait, elle était indépendante, elle voyageait seule, elle avait cet air de contentement de soi, de femme qui assumait son existence. Je me suis dit, cette femme est journaliste. Voilà, sans savoir ce qu'elle faisait, j'ai jamais su. Voilà. Catherine Ney, un mot du podcast, ça s'appelle Les Inséparables que vous le signez, vous racontez les couples à l'Élysée, Nicolas et Cécilia Sarkozy, Jacques et Bernadette, des couples duos comme le général de Gaulle et Pompidou. J'en parle parce que je vole un peu au secours de la victoire, 10 000 écoutes par épisode déjà, et on l'annonce ce matin, on pourra entendre ces récits pendant les vacances de Noël, les samedis 24 et 31 décembre à l'antenne d'Europe 1. C'était mon petit moment corporate. Merci beaucoup Merci Catherine Philippe. Ney.